Le 1er janvier 1804, le général noir Jean-Jacques Dessalines proclame l'indépendance de la colonie française de Saint-Domingue. Il lui donne son nom moderne, ou plutôt, il lui redonne son nom indigène, Haïti. En ce jour du Nouvel An 1804, sur la place d'Armes de cette ville de Gonaïves à l'ouest de l'île, Jean-Jacques Dessalines s'exclame « J'ai sauvé mon pays, j'ai vengé l'Amérique ». Oui, les rebelles noirs de Saint-Domingue vont se rêver les vengeurs du Nouveau Monde. Et ce qu'ils ont à venger, en somme, c'est un triple affront. L'affront de l'ordre colonial, l'affront de l'ordre esclavagiste et l'affront de l'ordre racial. Jurons à l'univers entier, à la postérité, à nous-mêmes, de renoncer à jamais à la France et de mourir plutôt que de vivre sous sa domination. En devenant ce 1er janvier 1804, le premier État noir du continent américain, Haïti sépare son histoire de son ancienne puissance colonisatrice, la France. L'événement est contemporain de la Révolution française. Et c'est bien des frises chronologiques de ces deux pays, au tracé parallèle et enchevêtré, dont on doit faire l'histoire. À Saint-Domingue, et c'est très important, l'abolition n'est pas concédée, elle est arrachée par une révolte d'esclaves. C'est ça le fait majeur. Il n'y a pas de révolution française aux colonies, comme si les colonies étaient la chambre d'écho lointaine d'un grand événement qui se déroulerait ailleurs. Non, il y a des révolutions coloniales dans l'espace atlantique, sous le choc, sous l'emprise, sous l'influence peut-être, mais également à l'occasion de la Révolution française. Le prix de la liberté à Haïti, il a été exorbitant. Et on peut dire que ce pays le paye encore aujourd'hui. Dès lors, la seule question qui vaille face à la révolution haïtienne et en regard de la révolution française, c'est qui doit quoi et à qui. Saint-Domingue, c'est le nom de la partie occidentale de l'île espagnole d'Hispaniola, sur laquelle les Français ont réussi à faire reconnaître leur souveraineté en 1697. Depuis lors, l'histoire de Saint-Domingue est indissociable de celle de la traite atlantique. Du XVIe au XIXe siècle, le commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique a jeté plus de 12 millions d'Africains transformés en marchandises dans les cales des navires négriers. Un fait historique sans équivalent, dans lequel l'empire colonial français occupe une place de premier ordre. La colonie de Saint-Domingue en particulier, qui repose sur une économie de plantation de café, d'indigo et de sucre, compte à elle seule plus de 450 000 esclaves. Ils représentent 90% de la population, voire 95% si l'on inclut les hommes libres de couleur et les métis, que l'on appelle les mulâtres. Une fois débarqués, l'espérance de vie d'un esclave ne dépasse pas 3 à 5 ans. L'économie de plantation de la colonie française de Saint-Domingue est une des plus mortifères du continent américain. Et pourtant, en France, on l'appelle l'Éden du monde occidental, la perle des Antilles. Pourquoi des noms si prestigieux? Mais parce qu'il faut savoir qu'en métropole, 1/8 de la population française vit directement ou indirectement du commerce haïtien. Cette importance économique est inséparable d'un régime de violence physique particulièrement cruel. L'économie coloniale de plantation est en effet régie dès 1685 par le fameux Code noir, qui réglemente la condition des esclaves. Sans doute est-ce ce régime de terreur qui explique qu'à Saint-Domingue, pendant des décennies, les esclaves ne se révoltent pas, ils fuient. C'est ce que l'on appelle le marronnage.
Les maîtres s'en inquiètent et publient dans les journaux la liste de leurs esclaves en fuite, les marrons. Mais dans les années 1780, les planteurs renforcent la répression à un point tel que des grèves éclatent sur les plantations. L'année 1784 est même marquée par l'assassinat de plusieurs maîtres. Tout cela, ce sont des signes avant-coureurs. Mais quelle est la date que l'on retient pour fixer le début du soulèvement des esclaves noirs de Saint-Domingue? C'est la nuit du 14 août 1791, à Bois-Caïman. Un personnage assez étrange qui s'appelle Duty Boukman s'adresse à une foule de 200 esclaves dans un discours qui tient autant du prêche religieux que de la harangue politique pour organiser le soulèvement. C'est une conjuration. Ils jurent ensemble de briser les chaînes de l'esclavage. La nuit du 14 août 1791 à Bois-Caïman aurait donc pris la forme d'une cérémonie vaudou. Mais les sources sont tardives et difficiles d'interprétation. Une chose est certaine, dans la nuit du 21 au 22 août, les esclaves de 5 habitations brûlent les plantations, les champs et les bâtiments industriels. S'ensuit une dizaine de jours où la plaine du Nord est en flammes. En France, de nombreuses gravures racistes circulent, donnant à voir la sauvagerie des rebelles noirs et accréditant l'idée qu'un massacre des Blancs est en cours à Saint-Domingue. Fin août 1791, l'armée rebelle compte déjà 10 000 combattants et malgré la mort de Boukman, ce nombre atteint 80 000 en novembre. Tous les insurgés ne sont pas d'accord sur les objectifs ou sur les moyens d'y parvenir. Il y a beaucoup parmi eux, on le sait, qui se battent d'abord pour un adoucissement de leurs conditions de travail serviles. Mais d'autres, évidemment, de ces rebelles sont plus radicaux et veulent une abolition absolue, définitive du système esclavagiste. En tout cas, une chose est certaine, c'est que au fur et à mesure de la révolte, c'est plutôt une position radicale qui l'emporte. Vivre libre ou mourir. C'est le slogan jacobin. Et c'est le slogan jacobin que les esclaves retournent contre leurs maîtres. Car la Révolution française reste marquée par une ambivalence profonde vis-à-vis de l'esclavage, y compris parmi les Jacobins, le plus célèbre des clubs révolutionnaires. Pourtant, dès 1788, la Société des Amis des Noirs, que rejoint bientôt l'abbé Grégoire, réclame l'abolition de la traite. Mais elle ne préconise qu'un abandon progressif de l'esclavage, considérant que les Noirs ne sont pas encore prêts pour la liberté. Quant au puissant lobby colonial, il parvient le 13 mai 1791 à faire voter à l'Assemblée le décret qui constitutionnalise le maintien de l'esclavage dans les colonies. Cet événement est à Saint-Domingue l'un des déclencheurs du soulèvement d'août 1791. L'insurrection se poursuit dans le nord de l'île et à Paris, l'Assemblée nationale vote le 4 avril 1792 la loi qui reconnaît des droits politiques aux libres de couleur. Il s'agit de réunir toutes les forces possibles contre les esclaves et mettre un terme à la révolution à Saint-Domingue. En 1792, la guerre s'étend en Europe. L'Espagne et l'Angleterre ont déclaré les hostilités féroces contre la France révolutionnaire. Et alors, à Saint-Domingue, les insurgés jouent de ces possibilités politiques. Beaucoup prennent le parti de l'Espagne ou de l'Angleterre. Et alors, les commissaires de la République française à Saint-Domingue comprennent qu'ils doivent concéder davantage. Et c'est le décret du 29 août 1793, décret d'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue. Tous les nègres et sans-mêlés actuellement dans l'esclavage
sont déclarés libres pour jouir de tous les droits attachés à la qualité de citoyen français. La nouvelle parvient en France au début de l'année 1794. Et c'est en réponse à ce décret d'abolition que, le 4 février, la Convention nationale adopte l'une des décisions les plus radicales de la Révolution française, l'abolition de l'esclavage dans tout l'Empire français. Si l'histoire parallèle entre les révolutions françaises et haïtiennes se poursuit, cette fois-ci, l'ordre des causalités s'inverse. L'impulsion vient de Saint-Domingue. L'histoire n'est pas terminée, mais elle s'incarne désormais dans la figure de celui qui, pour la postérité, sera le Jacobin noir, Toussaint Louverture. Entre 1791 et 1793, Toussaint Louverture s'impose comme un des meneurs de la révolte, qui va, à partir de 1794, changer d'alliance et prendre le parti du camp républicain. En 2012, le public français découvre Toussaint Louverture dans un téléfilm réalisé par Philippe Niang. Et c'est bien la première fois qu'un film est consacré à la vie du personnage le plus emblématique de la Révolution haïtienne. Nous sommes maîtres de notre destinée. On y trouve le récit des origines de ce Toussaint Bréda qui, né esclave, est affranchi à l'âge de 33 ans. Merci, monsieur. On y apprend comment, au cours de l'insurrection, il acquiert son surnom de Louverture pour les ouvertures qu'il fait dans les camps ennemis. Stratège autodidacte, il adapte ses alliances à son mot d'ordre « liberté générale ». Le port des Gonaïves est maintenant la propriété du roi d'Espagne. C'est ce que rappelle le film en le montrant combattre aux côtés des Espagnols, puis des Français, après l'abolition de l'esclavage. Le directoire vous exprime sa reconnaissance et vous élève au grade de général de division. Vive la République! Toussaint Louverture, c'est un chef militaire qui lit les antiques, qui lit les traités de art militaire gréco-romain, qui est ce lettré en campagne qui, d'une certaine manière, parvient à inverser le rapport de préjugés racial. On est bien loin de l'image de la férocité des Noirs. Non, avec Toussaint Louverture, le Spartacus noir, comme on l'a appelé aussi parfois, eh bien, la révolution haïtienne a trouvé son incarnation la plus glorieuse et la plus autoritaire. En moins de 10 ans, après avoir défait les puissances étrangères et les oppositions internes, Toussaint Louverture parvient à se hisser à la plus haute fonction du pouvoir à Saint-Domingue. Il organise la transition de l'esclavage à la liberté, sans toutefois abolir le système de plantation qu'il soumet à un régime sévère. Il relance la production du café, du coton et du sucre, qui recouvrent en partie, en 1801, leur niveau de 1790. C'est cet homme fort qui proclame, en juillet 1801, la première constitution haïtienne, autonomiste, anti-esclavagiste et antiraciste. En France, il y en a un qui réagit vivement, c'est le premier consul, Napoléon Bonaparte. À la nouvelle de la promulgation de la constitution haïtienne, il organise une expédition, ce qu'on appelle l'expédition de Saint-Domingue. Au départ, le rapport de force fait qu'en 1802, Toussaint Louverture est défait à 3 reprises. Et le 7 juin 1802, il est fait prisonnier et envoyé en exil. Le Spartacus noir est déporté dans le Jura, au fort de Joux, le 23 août 1802. Bien que Napoléon Bonaparte ait exigé qu'on lui réserve un traitement convenable, c'est dans une cellule étroite, à peine éclairée par un ray de lumière, qu'il vécut les 5 derniers mois de sa vie, s'éteignant le 7 avril 1803. Cette geôle du fort de Joux est le premier lieu de mémoire lié à l'esclavage et son abolition en France hexagonale. En 1955, Aimé Césaire lui consacre un passage de son cahier d'un retour au pays natal. C'est un homme seul, emprisonné de blanc. C'est un homme seul qui défie les cris blancs de la mort blanche.
au Panthéon, c'est en reconnaissance de son rôle dans l'abolition de l'esclavage qu'une plaque commémorative à la mémoire de Toussaint Louverture est apposée en 1998. C'est là encore qu'en 2023 fut organisée une cérémonie lui rendant hommage, animée par l'acteur haïtien Jimmy Jean-Louis, qui l'incarne dans le film éponyme. La mémoire de Toussaint Breda dit Louverture. Toussaint Louverture meurt le 7 avril 1803, mais ce n'est pas lui le perdant de l'histoire. Le perdant de l'histoire, c'est Napoléon. L'histoire de l'indépendance haïtienne, c'est l'histoire d'une défaite napoléonienne. C'est lui qui impose d'abord, décision stupéfiante, le rétablissement de l'esclavage. Aboli en 1794, l'esclavage est rétabli par Napoléon le 20 mai 1802. On a, à ce moment-là, en 1802-1803, une brutalisation de la campagne de Saint-Domingue qui atteint des proportions inouïes. Et la rébellion, sous le choc de cette violence extrême, se radicalise elle-même et s'unifie sous le commandement du général Jean-Jacques Dessalines. C'est lui, l'ancien bras droit de Toussaint Louverture, qui arrache le bandeau blanc du drapeau tricolore. Désormais, le drapeau de la nation en devenir d'Haïti sera bleu et rouge, pour oublier la couleur de la domination. Et c'est sous ces couleurs-là que l'armée du général Dessalines obtient la victoire éclatante de Vertières, le 18 novembre 1803. Contraintes à la capitulation, les troupes françaises doivent évacuer le fort de Vertières et quitter Saint-Domingue. Le 1er janvier 1804, Dessalines proclame l'indépendance de l'île, désignée désormais sous le nom d'Haïti, et se voit attribuer les pleins pouvoirs. Il est même couronné empereur quelques mois plus tard. Haïti, indépendante, mais sous embargo, sous blocus de la marine française, vit sous la menace d'une reconquête. Ce n'est qu'en 1825 que la France, c'est à ce moment-là la France de la Restauration, celui du régime ultra-monarchiste du roi Charles X, reconnaît l'indépendance au prix d'une compensation financière. C'est la fameuse dette haïtienne. Par l'ordonnance royale du 17 avril 1825, le roi Charles X impose à Haïti de payer à la France, pour le compte de quelques milliers d'anciens propriétaires de plantations, une indemnité de 150 millions de francs or en 5 ans. Cette somme correspond à 15% du revenu national français de l'époque, mais à au moins 10 fois celui d'Haïti. Par cet acte, la France considère donc l'indépendance d'Haïti comme un manque à gagner. L'historienne Gousti Clara Gaillard a étudié la manière dont a été calculé le montant de cette indemnité. Cette dette coloniale qui est imposée, il est dit que c'est pour dédommager les ex-colons. C'est ce qui est dit dans l'ordonnance. Immédiatement, il est mis en place une commission en France et cette commission va établir des tarifs pour toutes les composantes du bien. Bâtiments, bétail, main-d'œuvre, et aussi pour les esclaves selon leur filière d'activité. Or, le personnel esclavisé représentait entre 30 à 60% de la valeur du bien. Donc c'est clair, l'esclave est une unité de compte de cette indemnité imposée en 1825 à la République d'Haïti. Ce prix de la liberté que les anciens esclaves doivent payer à leur ancien maître est ce qu'on appelle la dette de l'indépendance. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pour qu'il puisse honorer la première annuité alors qu'il n'en a pas les moyens, la France contraint le jeune État d'Haïti à contracter un emprunt auprès de banques françaises, ce qui ajoute au fardeau initial le paiement d'intérêts et commissions aux créanciers et aux banquiers. C'est cet ensemble qu'on va appeler la double dette.
La dette de l'indépendance sera finalement soldée en 1878, mais les remboursements des différents emprunts, eux, ne prendront fin qu'en 1922. Au total, cette double ponction des richesses produites par Haïti aura duré près d'un siècle. Il ne faut pas oublier que si pendant des années, car plus de 40% du budget d'Haïti était happé par le service de la dette extérieure, c'est qu'il y avait aussi un endettement intérieur qui l'accompagnait, forcément, pour payer les fonctionnaires, etc. Donc, autrement dit, très peu d'investissements possibles dans le développement du pays. Tout était fait au bénéfice de l'ancienne métropole et pas au bénéfice de la population du pays. Mais Haïti n'en a pas fini avec les ingérences étrangères. À la France succèdent les États-Unis, qui occupent le pays de 1915 à 1934 et le contraignent à de nouveaux emprunts. Depuis 1825, Haïti n'a cessé d'expédier d'énormes parties de ses richesses outre-mer et de subir des régimes autoritaires. Il faut attendre 2003 pour que Jean-Bertrand Aristide, un président démocratiquement élu, réclame à la France plus de 21 milliards de dollars en guise de réparation. Un an plus tard, Aristide est chassé du pouvoir. Thierry Burkhardt, l'ambassadeur français de l'époque, admet en 2022 auprès du New York Times qu'il s'agit d'un coup orchestré par la France et les États-Unis. Cet événement intervient près de 200 ans après le 1er janvier 1804, désavouant une fois de plus le serment prononcé par Dessalines de vivre libre et indépendant. Et pendant ce temps-là dans le monde, tandis que débute au Japon l'ère Bunka, la Chine voit la défaite des rebelles de la secte du Lotus Blanc. C'est qu'en maints endroits on parle de modernité. Le 21 février, dans la région minière de Pen-Idaren, au pays de Galles, s'élance le premier train à vapeur du monde. Et dans l'Empire russe, c'est un oukase qui oblige les maîtres émancipant leurs serfs à leur donner une terre à racheter. Mais la transformation des sociétés traditionnelles peut prendre des chemins plus surprenants. Ainsi, en Afrique de l'Ouest, où Ousmane Dan Fodio, un lettré peul, lance le djihad contre les Haoussa du nord du Nigeria. Devenu le sultan Sokoto, à la tête d'un grand État musulman, il cherche à rétablir un islam de stricte observance et à mettre fin aux injustices des anciens seigneurs de la guerre qui favorisaient la traite atlantique. Certains historiens ont pu parler des spectres de la révolution haïtienne. Et c'est d'abord dans le monde atlantique que ces spectres s'agitent avec le plus de vigueur. En 1938, le grand intellectuel trinidadien C.L.R. James écrit Les Jacobins noirs. Dans ce livre, qui est aussi une biographie collective de Toussaint Louverture et des rebelles autour de lui, eh bien, il donne à voir et à comprendre la puissance d'encouragement, non seulement pour les Afro-Américains, mais pour tous les opprimés du monde, que portent les rebelles de Saint-Domingue. Car très vite, l'exemple de Toussaint Louverture devient contagieux, inspirant d'innombrables révoltes dans les colonies qui maintiennent l'esclavage. À Cuba, en Jamaïque, en Guadeloupe, aussi bien qu'au Venezuela, en Virginie ou au Brésil. Plus tard, la figure du héros haïtien est mobilisée dans la lutte pour les droits civiques, comme lorsqu'en 1915, l'association Les Chevaliers de Toussaint Louverture combat à Washington des lois ségrégationnistes. Après-guerre, c'est le mouvement anticolonial qui convoque sa mémoire. En 1954, Fidel Castro affirme depuis sa cellule de prison que l'âme de Spartacus a été réincarnée en Toussaint Louverture. La même année, après la défaite des Français à Dien Bien Phu par le Viet Minh d'Ho Chi Minh, ce dernier est décrit par Paul Robeson, célèbre chanteur afro-américain, comme le Toussaint du Vietnam. Mais il faut aussi peut-être avoir la lucidité de ne pas troquer un mythe révolutionnaire pour un autre mythe révolutionnaire. Ce n'est plus l'histoire parallèle de la Révolution française et de la Révolution haïtienne, mais c'est l'histoire parallèle de la subversion de ces révolutions. Alors il faut bien admettre aussi que s'origine là une histoire de violence, de fascination pour le pouvoir autoritaire,
dont Haïti est le nom également, aujourd'hui. Précisément, si on veut comprendre ce que c'est qu'une situation post-coloniale, c'est vers Haïti qu'il faut orienter nos regards. Comment, justement, par la dette, une situation coloniale, esclavagiste, raciste, se maintient. Et ça, ce n'est pas que l'histoire d'Haïti. Ça, c'est notre histoire. C'est toute notre histoire.